Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Monsieur Grace Kouété. Il est président de l'Alliance des acteurs du développement du Congo, INASBEL, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Maxime, bonsoir aux téléspectateurs. Merci de l'invitation. Monsieur Grace est président de l'ADEC. ADEC, exactement. Vous êtes bien portant parce que c'est votre première participation à cette émission. Oui, ça va. Et vous aussi, ça va? Oui, ça va. Ok. On va parler République démocratique du Congo, mais également on va essayer de passer de fond à comble cette ASBEL AEDEC. Sur quoi l'AEDEC? C'est vraiment une ASBEL ou un parti politique? C'est avec bien évidemment notre invité dès ce soir qu'on aura à scruter tous ces différents sujets. D'entrée des jeux, Monsieur Grace Kouété, oui. L'AEDEC, une ASBEL ou un parti politique? Je vais dire très vite, l'ADEC c'est une association sans but lucratif, une ASBEL. Donc ce n'est pas un parti politique? Donc c'est pas du tout un parti politique. Il ne faut pas prêter confusion à un parti politique? Non, non. Et déjà par la loi, les ASBEL sont apolitiques. Donc là, l'ADEC est complètement apolitique. Ce n'est pas un parti politique. Vous êtes initiateur de cette ASBEL. Effectivement, oui. Quelle a été en fait la motivation ou les motivations qui vous ont poussé justement à la création de cette ASBEL? Merci pour la question, Maxime. Vous savez, il y a un jour où un président américain que j'aime bien, paix à son âme, John Fitzgerald Kennedy, il a dit « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que toi tu peux faire pour ton pays ». C'est cette phrase, en fait, qui nous a inspirés pour que nous puissions voir naître au séjour notre association sans but lucratif ADEC. Donc, en gros, nous voulons faire quelque chose pour notre pays et ne pas attendre que notre pays puisse faire quelque chose pour nous. C'est exactement ça la motivation. Ne demandez pas ce que le pays peut vous offrir, mais ce que vous pouvez apporter à votre pays. Est-ce que vous avez constaté que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas un apport considérable vis-à-vis de son pays, la République démocratique du Congo par exemple? Malheureusement, le constat est amer, mais oui, la jeunesse a beaucoup de défauts, beaucoup de défis, beaucoup de défauts, beaucoup de fléaux qui l'empêchent justement à apporter sa pierre de contribution comme il se doit à notre pays. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse représente plus de 80% de la population congolaise. Là, nous sommes majoritairement de jeunes, mais les jeunes sont des spectateurs ou même des téléspectateurs au lieu d'être des acteurs. Le développement de notre pays ne peut pas passer sans la jeunesse, sans l'implication de la jeunesse. Mais la jeunesse ne fait pas son travail. Alors voilà pourquoi nous sommes, je vais dire ça vraiment amèrement, oui, nous sommes dans le regret de constater que la jeunesse ne fait pas son travail. La jeunesse n'est pas à sa place d'acteur. La jeunesse est beaucoup plus là à critiquer qu'à se mettre dans le terrain pour jouer au foot comme il se doit, pour marquer le but comme il se doit. Voilà. Vous dites la jeunesse n'est pas acteur ou actrice de la situation du pays par rapport aux certains événements. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse ne soit pas active, ne soit pas déterminée peut-être à changer de donne? Est-ce qu'il y a des pesanteurs qui font qu'aujourd'hui, la jeunesse soit un peu passive? Oui, merci pour la question. Je pense que les responsabilités sont partagées. Il y a des pesanteurs, comme vous le dites, mais il y a aussi la part de la jeunesse en soi. Vous savez, il y a 50% des pesanteurs et 50% des responsabilités de la jeunesse. Je vais m'expliquer. Je pense que vous allez faire allusion à l'État, peut-être qu'il ne donne pas assez d'opportunités aux jeunes. Ils sont nombreux à être dans le chômage, par exemple, à être désœuvrés, à être sans éducation, éducation scolaire, éducation à la base, à la maison, par exemple, éducation universitaire. Là, c'est une autre chose. Mais en fait, c'est que nous voulons vraiment dire que si nous réussissons à réunir les 50%, que chaque jeune puisse jouer sa partition, c'est-à-dire que chaque jeune puisse se dire que maintenant, je ne veux plus attendre que l'État puisse faire quelque chose pour moi. Je vais me prendre en charge, je vais faire quelque chose pour l'État, pour l'avancement de l'État. Je ne vais pas attendre que les gouvernements puissent faire un pas, je vais faire un pas vers le développement de notre pays. Alors là, nous aurons déjà gagné 50%. Aujourd'hui, les jeunes sont devenus paresseux. Ils attendent que la manne soit tombée du ciel. Voilà. Ils attendent que l'État puisse venir en rescousse à leurs problèmes. Je pense que c'est ça. Les jeunes, la plupart des jeunes sont devenus de paresseux. C'est-à-dire nous attendons que la manne puisse tomber du ciel. Nous attendons qu'un gouvernement providentiel
va tomber avec toutes les solutions de la jeunesse, va nous apporter de l'emploi, va nous apporter de l'éducation, va tout faire, et pendant que nous serons là en train de croiser les bras. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle ce soir est que ça n'arrivera jamais. Si nous ne prenons pas en charge nous-mêmes, la personne que nous attendons, le gouvernement que nous attendons n'arrivera pas pour pouvoir aider d'un claquement de doigts comme ça tous les problèmes de la jeunesse, tous les défis de la jeunesse. Vous demandez aux jeunes de se prendre en charge, comme les disait le fait Musée Laurent Désiré Kabila. Voilà. Prenez-vous en charge. Au niveau de l'ADEC, est-ce que vous arrivez à sensibiliser ce jeune à l'autoprise en charge, par exemple? Ou bien ça se limite justement par des discours, vous sortez par-ci, par-là pour discourir, et puis sur terrain, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des séminaires, il y a des formations, il y a des sensibilisations sur l'autoprise en charge de la jeunesse? Oui, il y a des formations, il y a des sensibilisations. Nous voulons sincèrement, ce que nous voulons plus profond de nous, que chaque jeune ne puisse pas être désœuvré, que chaque jeune puisse être occupé. On va me dire, oui, mais tu nous sensibilises à l'autoprise en charge, à l'entrepreneuriat par exemple, mais comment est-ce que nous allons faire? Maxime, aujourd'hui, chez toi par exemple, je pense que tu ne manques pas un petit mètre carré d'espace où tu peux peut-être planter, comme on dit au Lingala, Mukala, Moroyama Tembele, que tu peux vendre, qui peut te rapporter un petit rien. Mais le jeune aujourd'hui ne pense pas à ça. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat ne demande pas autant de fonds, autant d'argent que ça le demandait à l'époque. Le gouvernement a essayé d'arranger les choses avec le guichet unique, par exemple, pour ceux qui ont assez de moyens. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, comme nous, par exemple, nous sommes peut-être au fin fond du village. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons la plus grande richesse que les créateurs nous ont donnée, qui sont les terres. Nous avons les terres. Nous pouvons planter, nous pouvons nous lancer tous dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, c'est un domaine, beaucoup de jeunes ne veulent pas s'y lancer. Beaucoup de jeunes ne veulent pas devenir agriculteurs. Oh, l'agriculture, voilà, est un facteur aussi du développement d'un effectivement, pays. nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables en RDC. Mais aujourd'hui, allez-y voir à l'UNIKIN, la faculté d'agronomie, elle est presque vide. Les gens ne veulent pas, les jeunes ne veulent pas s'y lancer. Les gens veulent, par exemple, le mine. Ah, là, on sait qu'il y a beaucoup d'argent. On oublie que l'agriculture aussi est porteur de beaucoup d'argent. Nous sommes en train de sensibiliser le jeune. Ceux qui ont les moyens se lancent dans l'entrepreneuriat. Ceux qui n'ont pas assez de moyens peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, par exemple. C'est ce que nous faisons. L'entrepreneuriat agricole, est-ce que c'est fait par vos propres ressources, ou bien il y a des aides extérieures, avec le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des séminaires, des formations? C'est en termes gratuits ou bien payant toutes vos formations ou séminaires? Je pense que ce que nous avons de plus grand à offrir, c'est notre volonté. Nous avons la volonté de voir les choses bouger. Nous avons la volonté de voir les choses changer. Alors, les formations que nous offrons pour le moment sont gratuites. Nous les faisons gratuitement. Et par rapport à votre question de savoir si nous avons des partenaires, eh bien non. Notre seul partenaire actuellement, c'est notre volonté et Dieu. Nous avons des terres par la grâce de Dieu, et nous sommes en train de planter des trucs là-bas, nous sommes en train de faire des choses que nous pouvons faire selon notre niveau, et en même temps nous sensibilisons aussi le jeune à faire de même. Là où tu es, ta petite parcelle, ta petite place, essaye de planter quelque chose, essaye d'élever des poussins par exemple, renseigne-toi comment est-ce que ça coûte, ça ne demande pas vraiment grand chose, mais essaye d'avoir une activité qui te donne quelque chose, afin que tu n'attendes pas seulement que les investisseurs étrangers puissent venir ici pour te donner du travail. Monsieur Grace Kouété, c'est votre nom, bien évidemment. En fait, lorsque vous dites que vous avez remarqué votre idée maîtresse de la création de ADEC, parce que vous avez remarqué qu'il n'y avait pas l'apport considérable de jeunes pour la bonne marche, dans la res publica. Aujourd'hui, en termes des actions, parce qu'il faudra les dire, c'est une gêne ASBEL qui totalise déjà près de 3 mois, près des 3 mois. Effectivement. Est-ce que 400 000, il y a plusieurs qui n'iront pas à l'université. Il y a plusieurs qui vont rester croiser les bras. Et puis, parmi les activités que nous avons eu organisées, c'était de passer aux écoles, par exemple, sensibiliser ces élèves-là, des humanités, des classes terminales qui sont en train de finir les études, afin de leur apprendre déjà c'est quoi l'entrepreneuriat, comment entreprendre, que faire, afin que ces jeunes, une fois qu'ils auront leur diplôme d'État, pour ceux qui pourront faire l'université, c'est bien, pour ceux qui ne pourront pas le faire, pourront directement se lancer dans l'entrepreneuriat afin d'avoir une activité ressource. À part ça, nous œuvrons dans le social, nous œuvrons dans les formations, comme nous venons de le dire tantôt.
Voilà. Lorsque vous parlez d'entrepreneuriat, est-ce qu'aujourd'hui il y a l'entrepreneuriat de jeunes, par exemple? L'entrepreneuriat de jeunes, c'est quelque chose de bien. Est-ce que les jeunes s'élancent dans l'entrepreneuriat? Oui, les jeunes Ou bien s'élancent. l'ADEC est là pour stimuler la jeunesse, pour stimuler le jeune à s'élancer dans l'entrepreneuriat pour justement garantir une autoprise en charge Voilà. convenable. L'entrepreneuriat, l'autoprise en charge que nous sommes en train de sensibiliser, que nous sommes en train de prêcher, c'est en fait pour aider la jeunesse, en fait, aider le pays, nous allons le dire comme ça, face aux différents fléaux qu'il traverse actuellement. Nous allons nous convenir que les phénomènes Kuluna, par exemple, la recrudescence des phénomènes Kuluna, l'une des causes, j'ai eu personnellement à affronter ces jeunes, à m'asseoir avec eux, à discuter avec eux pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça. Ils vous diront que pour la plupart, c'est parce que je n'ai pas étudié, pour la plupart parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas de travail, parce que je n'ai rien d'autre à faire, il faut que je mange. En fait, les gouvernements, l'entrepreneuriat, c'est une des solutions que nous sommes en train d'apporter, mais une des solutions qui est réactive par rapport aux problèmes qui se posent, par exemple, de dépravation de mœurs, banditisme urbain, etc. Donc nous sommes en train de sensibiliser sur l'entrepreneuriat, nous apportons des solutions réactives et afin que le jeune puisse déjà se prendre en charge, c'est déjà un pas, mais bien qu'il reste encore beaucoup, il restera encore beaucoup à faire. Donc il faudra déjà applaudir de demain par rapport à ce que vous faites déjà un jeune ou une jeune Asbel tel que AIDEC aujourd'hui s'élançant dans tout ce genre de formations qui sont bénéfiques pour la jeunesse de notre pays. Merci pour les applaudissements. Vous savez, je vais dire ça comme ça, il y a deux façons, deux types de résolution de problèmes. Il y a la résolution de problèmes en amont et une résolution de problèmes en aval. La deuxième n'est pas la plus efficace. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser à l'entrepreneuriat, à l'autoprise en charge, parce qu'il y a un problème, par exemple, de manque d'emploi et du phénomène Kuluna, mais c'est une solution qui est en aval. Et nous allons réussir à sensibiliser, mais nous n'allons pas réussir à sensibiliser tous les jeunes. Les phénomènes Kuluna, par exemple, ça va s'arrêter un temps, et puis après 3, 4, 5 ans, ça va reprendre de l'ampleur, comme c'est le cas maintenant. On a terminé cela avec l'opération Lukofi en 2013, ça semblait prendre, et puis là maintenant ça reprend de plus belle. Il y a une autre solution, une solution en amont, c'est-à-dire il faut savoir d'abord pourquoi est-ce que ces phénomènes existent, pourquoi est-ce que ces phénomènes est là. Et sur base de ça, à la source, nous allons déjà aller mettre fin à ces phénomènes-là à la source. Pourquoi est-ce que le phénomène que l'on existe par exemple? C'est devenu récurrent, par-ci, par-là. C'est un gros problème. On parle de Kuluna, les cas récents, c'est ces jeunes... un Kuluna, un bandit urbain qui voulait s'affronter avec le policier à l'aide d'une machette. Aujourd'hui, les policiers... C'est inhumain. Inhumain. Vous voyez les vidéos, c'est inhumain. Les gens sont en train de mourir. Tu vois un jeune qui se réveille un beau matin, qui fume, il prend sa machette, il va aller taper sur l'autre comme sur une vache. Même sur une vache, on ne fait pas ça. C'est vraiment inhumain. Pourquoi ces phénomènes existent aujourd'hui? Vous voyez, nous avons un problème au Congo, c'est que nous voulons voir le Congo développé. Mais le développement du Congo ne peut pas se faire, une province est développée, l'autre ne l'est pas. Pourquoi? Il y aura un phénomène qu'on appelle l'exode rural, c'est que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est-à-dire, les gens pensent que la vie, c'est à Kinshasa, ou la vie, c'est à Lubumbashi, dans des grandes villes. Les petites villes sont moins développés, ils n'ont pas accès à la santé, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'énergie, ils n'ont pas accès à l'éducation, etc. Alors ils viennent tous dans les grandes villes. Les grandes villes deviennent encombrées, les gens s'entassent, et puis les gens n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce qui arrive? Ce genre de phénomène, par exemple, que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, s'il faudra comprendre l'une des raisons de ce banditisme urbain, de tous ces Kuluna, selon toi, c'est bien évidemment cet exode rural de constater par-ci par-là. Voilà, c'est l'une des raisons et l'une des plus grandes raisons de ces phénomènes, l'exode rural. Alors il faudrait que le gouvernement puisse réfléchir à une solution durable, c'est-à-dire une solution en amont. Et la solution en amont serait que toutes les provinces soient développées, Maxime, afin que je ne puisse pas penser que la vie c'est seulement à Kin. Afin que je puisse me sentir à l'aise à Kin,
autant que je me sentirai à l'aise dans une province ou à l'intérieur même des villes, à l'intérieur de provinces, que je me sente à l'aise. Et pour cela, l'État doit réfléchir à développer. Il y a certaines provinces qui sont beaucoup plus développées par rapport à d'autres provinces, malheureusement. Et l'État, la Constitution réfléchit à cela. À l'article 181, il a mis en place ce qu'on appelle la Caisse nationale de péréquation, qui a pour tâche de veiller à l'équilibre de province. C'est-à-dire que Moutoumoko a les Kamuningate pour ne pas faire que l'autre province puisse être en bas et puis qu'il y ait l'exode rural. Non. Alors voilà pourquoi nous exhortons le gouvernement à mettre effectivement en place la Caisse nationale de péréquation. Il y a déjà un grand pas qui a été fait aujourd'hui avec les nominations que le chef de l'État a fait et nous pensons que ça sera encore fait. Les pas continuera à se faire pour que le pays puisse aller de l'avant, chaque province ensemble. Est-ce qu'on continue vraiment à en parler par rapport à cette caisse de péréquation? Est-ce que on continue à en parler, que ce de péréquation, ça existe aussi dans notre pays, la RDC? Oui, la caisse de péréquation existe. Parce qu'on a comme l'impression que les gens font semblant de se dire est-ce que ça existe réellement? La caisse de péréquation existe, mais je pense qu'elle n'était pas vraiment connue de la population parce qu'elle n'était pas vraiment mise en œuvre. On a vu les gens plaider pour que cette caisse puisse être mise en œuvre, pour que les provinces soient développées, et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait maintenant, en ces moments. Le chef de l'État s'est résolu, les gouvernements aussi s'est résolu à mettre en œuvre la Caisse nationale de péréquation, afin que toutes les provinces puissent être développées ensemble, qu'il n'y ait pas des provinces qui sont beaucoup plus développées et ceux qui ne sont pas développées, non. Voilà. Donc aujourd'hui, il faudra activer encore, faire de plaidoiries pour que l'État congolais active vraiment à bon escient cette caisse de péréquation pour qu'il y ait développement dans différentes entités. Effectivement, je pense que le plaidoyer a été fait. Je connais un homme, M. Koko Moulongo, qui a vraiment plaidé pour que cette caisse soit vraiment active. Et c'est ce qui est le cas actuellement. La caisse est en train d'être activée et la caisse sera activée davantage afin que les provinces soient développées. Le plaidoyer a été fait aujourd'hui, il est nommé directeur général de cette caisse et nous pensons qu'il a les potentialités nécessaires pour pouvoir booster le développement du pays. Il ne faut pas que ce soit seulement Koko Moulongo qui est à la tête de cette agence congolaise, oui. Mais il faudra qu'il y ait une humiliation de presque tout le monde puisse s'élancer dans les lots afin que cela soit effectif. En fait, lui, il n'est pas, je ne dis pas qu'il est l'homme providentiel, il faut que ça passe seulement par lui. Moi, je parle de lui étant qu'une personne qui a milité. Nous avons vu le travail, nous avons vu les œuvres. Il a milité nécessairement pour que cette caisse puisse être effective aujourd'hui. Que ce soit lui, que ce soit une autre personne. Le développement du pays ne passera pas par une seule personne, même pas par le président lui-même. Si nous ne prenons pas la main tous ensemble, rien ne va avancer. Qu'est-ce que vous comptez dans les jours à venir, l'ADEC, faire action que vous comptez poser pour le bien de la jeunesse congolaise? Nous continuons à faire notre travail. Nous allons continuer à sensibiliser le jeune. D'abord, à l'autoprise en charge. Nous allons leur apprendre comment est-ce qu'on entreprend, pourquoi entreprendre, pourquoi se prendre en charge. Et puis, nous n'allons pas nous limiter là. Je pense que nous allons aider aussi dans le start-up, à aider les petites entreprises à se mettre en place, à être créées, aider le jeune à avoir une activité qui leur donne, une activité génératrice de ressources, qui leur donne quelque chose afin que ces phénomènes-là, que nous déplorons actuellement, puissent cesser. On peut parler politique à présent. Avec plaisir. Il y a cet entretien du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec nos confrères de France 24. Le chef de l'État a évoqué plusieurs aspects, mais j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur des aspects, notamment sur la question sécuritaire, notamment l'avenir de cette force onusienne de notre pays, la MONUSCO. Concernant la situation sécuritaire, le chef de l'État fait demande à la population d'avoir l'esprit calme parce que le contingent kenyan va entrer par la porte, par la cité de Bunagana. Donc on peut pousser déjà un ouf de soulagement, avoir déjà cette lueur d'espoir que plus de 100 jours après l'occupation de cette cité de Bunagana, en fait, ça sera libéré avec l'entrée de ce contingent en Kenya qui va travailler avec, en synergie avec le FARDC.
C'est notre vœu à tous. Vous savez, ça fait plus de 100 jours actuellement que la cité de Bunagana a été prise par les rebelles de M23. En collaboration avec le Rwandais, aujourd'hui, ce n'est plus un tabou, ce n'est plus à cacher. Ça fait mal. Vous savez, ce qu'il y a de plus important, ce sont nos terres. Les richesses, les plus grandes richesses que le Créateur nous a offertes, ce sont nos terres. Alors, nous ne voulons pas qu'un seul centimètre de nos terres puisse être perdu. Le chef de l'État est en train de militer pour cela. Il est en train d'œuvrer afin que cette cité puisse être reprise du main de rebelles. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Nous allons attendre, nous allons voir et nous espérons très bien que cette cité sera rapidement reprise de main de ces rebelles-là. Donc il faudra déjà croire que... Bien sûr, il faut être très optimiste. Il faut vraiment croire à cela. Après plus de 100 jours. De 100 jours, oui. Malheureusement, ça fait mal, mais il y a eu plusieurs pourparlers, on va le dire comme ça, plusieurs discussions qui peut-être n'a pas abouti comme on le pensait. Mais là, nous pensons qu'avec le force kenyan, ensemble avec nos FARDC sur qui nous comptons le plus, ces rebelles-là seront mis dehors. Est-ce que le FARDC, celle, ne peut pas gagner cette guerre nous imposée par le Rwanda, comme le décrit le chef de l'État Félix Tshisekedi, au lieu de compter avec cette force régionale? Je pense qu'aussi, nous avons actuellement le force régionale ici à Kinshasa, en RDC, excusez-moi, c'est parce que les FARDC n'est pas en mesure, pour des raisons sécuritaires que je ne peux peut-être pas évoquer ici, n'est pas en mesure de combattre seul le M23. Ce n'est pas pour rien que nous avons cette force régionale ici en RDC. Donc le FARDC ne sont pas à même de combattre ces M23. S'ils sont là, c'est qu'ils ne sont pas en mesure seuls. Aujourd'hui, monsieur Grace Kouété, oui. Il y a manifestation ces jours à Goma où la population manifeste contre la présence de cette force onusienne, la MONUSCO, à l'est de notre pays. Énième manifestation anti-casque bleu. La réponse du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur les ondes de la RFI, est-ce que ça ne donne pas crédit à ce que, parce que le chef de l'État déclare que la mission onusienne, son départ sera avant même le délai prévu. Mais aujourd'hui, la manifestation, donc pour dire que la population ne veut pas accorder même 2 jours, 3 jours à cette présence, à cette MONUSCO, à cette mission dans notre pays. Monsieur Maxime, ce n'est plus à cacher, ce n'est plus un tabou. La MONUSCO a failli à sa mission, on doit se le dire franchement, on se regarde yeux dans les yeux, on se dit que la MONUSCO a failli à sa mission. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est là, mais elle n'a pas réussi à ramener la paix dans notre pays. Alors, à quoi ça sert que la MONUSCO puisse rester davantage? Elle n'a pas réussi à ramener la paix, la mission pour laquelle elle est venue ici au Congo. Autant partir. Et je vais vous dire encore, je vais aller encore plus loin, pour dire que dernièrement, nous avons tous suivi le secrétaire général de la MONUSCO, de l'ONU, des Nations Unies, qui a déclaré que la MONUSCO n'est plus en mesure de combattre efficacement le M23. Antonio Guterres. Voilà, Antonio Guterres. Pourquoi? Parce que le M23 est devenu une armée modernisée qui a des armes beaucoup plus sophistiquées que la MONUSCO elle-même. Alors, à quoi est-ce que vous servez? Autant partir alors. Le départ de la MONUSCO, ce n'est même plus question de choix. Et je salue la décision du chef de l'État qui nous a rejoint, qui a rejoint la population en son ensemble pour dire que la MONUSCO va partir au-delà, même avant même les délais fixés. Vous savez, la difficulté actuellement, ce qu'il faut que la population puisse comprendre, c'est que la MONUSCO, ce n'est pas une boutique qu'on ferme en 1 jour, en 2 jours, non. Il y a un processus. C'est un organisme des Nations Unies, c'est quelque chose de grand. Alors, ce processus-là doit aller à son terme pour que la MONUSCO puisse être fermée. Là, nous avons l'assurance que la MONUSCO sera fermée. Les bureaux de la MONUSCO seront fermés, ils vont partir chez eux et nous allons rester chez nous. Donc aujourd'hui, le chef de l'État concourt en faveur de son peuple. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais aujourd'hui, le peuple qui meurt du jour le jour à l'Est. Mais c'est justement pour ça que les forces régionales sont là. C'est justement pour ça. En fait, c'est un combat, ce n'est pas un combat d'un jour. C'est un combat perpétuel. Il est en train de faire de son mieux, il est en train de faire son possible pour que cela puisse cesser. Ce n'est pas avec la joie dans le cœur, quand tu te réveilles le matin, par exemple, tu vois des informations, on a tué ici, on a tué là, ça fait mal. Mais il est en train de travailler pour que cela puisse cesser. Le processus est en cours. Monsieur Grace Kouété, président de l'AEDEC, c'est les derniers points que nous évoquons avant de mettre un point final à cette mission.
Félix Tshisekedi s'est dit être confiant de sa réélection en 2023 dans notre pays. Est-ce à voir à la lumière de la gouvernance de notre pays? Est-ce possible que cela se réalise? Il est confiant. Le président actuel, M. Félix Tshisekedi, son Excellence, est confiant de sa réélection. Alors, qu'est-ce que je peux dire face à ça? Il est confiant de sa réélection. En fait, je pense que le souverain primaire, comme on l'appelle ainsi, le peuple congolais, c'est lui, c'est elle, lui le peuple, excusez-moi, qui a les derniers mots. C'est lui qui va décider au moment opportun, quand la CENI va fixer son calendrier, les jours des élections, il va peser le pour et le contre. Est-ce que les œuvres, les bilans de monsieur, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, est-il positif ou négatif? Il y a beaucoup plus de positivité que de négativité. Alors c'est le peuple qui va juger. On est à la fin, votre message particulier peut-être que vous pouvez lancer à tous les membres de l'AEDEC, à votre base, à cet moment. En gros, qu'est-ce que la population doit retenir à tout ce qui a été dit? La population doit retenir, je m'adresse particulièrement à la jeunesse, aux jeunes, ils doivent retenir que le développement de notre pays ne peut pas passer sans lui, la jeunesse, sans elle, la jeunesse. La jeunesse est un pilier énorme pour voir le pays développer. Alors la jeunesse doit se prendre en charge, doit prendre conscience que c'est lui qui doit faire quelque chose pour son pays et ne pas attendre que ce soit l'inverse. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, nous saluons l'œuvre du gouvernement d'avoir mis en place la Caisse nationale de péréquation et nous sommes confiants quant à la suite que cette caisse sera ravitaillée comme il se doit avec les 10% du budget national pour voir les provinces développer afin de mettre fin à l'exode rural, au banditisme urbain pour voir les développements efficaces, développement à la base, se voir le jour. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est par ici que nous mettons un point final à votre émission Zoom, qu'on a eu l'immense plaisir de recevoir ces jours Monsieur Grace Pouetté, qui est président national de l'Alliance des acteurs du développement du Congo, l'ASBEL AEDEC. On sait que je vous dis merci pour le temps disposé. Merci, Monsieur Maxime, de m'avoir invité. Vous étiez nombreux chez vous, à la maison, de partout à travers le monde, de suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambi. Bruno Ndinga était du côté de la régie. Karine et Bébé à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.